Bonjour, je salue mes invités ce matin. Je suis Nadine et je suis chargée de partager avec vous un moment de réflexion sur les innovations dans les énergies. Alors je ne suis pas toute seule, je me retrouve fort bien accompagnée de trois invités. Pour une fois, n'est pas coutume, je suis entourée d'hommes et c'est pas le contraire, les hommes entourés de belles dames pour les mettre en valeur. Je suis accompagnée ce matin de Yannick Simonet. Vous pouvez vous présenter, Yannick? Oui, bonjour à toutes et à tous. Yannick Simonet, je suis le directeur adjoint de la centrale nucléaire de Cattenom et en charge de la maintenance à la centrale. Eh bien, bienvenue à vous sur ce plateau. Bastien Régnier. Bonjour Nadine, bonjour à toutes et à tous. Bastien Régnier, directeur territorial région Grand Est chez GRDF. Et enfin, mon dernier invité, Mathieu Dufour. Bonjour Nadine, Mathieu Dufour, donc oui, directeur commercial de John Cockerill Hydrogène pour le marché français. Voilà, alors dans la problématique actuelle actuellement depuis un an, entre le contexte géopolitique, la crise Covid et diverses informations, les personnes chargées de faire des choix en matière d'énergie sont un peu perdues. Néanmoins, on travaille à l'horizon 2050 à une nouvelle souveraineté énergétique aussi. Je voulais vous demander, Yannick, vous qui travaillez au CNPE de Cattenom, à la centrale, comme on a coutume de le dire dans la région, hein, pour les Mosellans du coin, à la centrale, on parle d'innovation dans l'énergie. Est-ce que le nucléaire, qui est sur le devant de la scène depuis quelques temps, qui est maintenant indispensable à notre indépendance énergétique et qui innove, pouvez-vous nous préciser en quoi elle innove encore actuellement? Alors, une centrale nucléaire évolue chaque année. Elle évolue tous les 10 ans. Tous les 10 ans, nous faisons un step de progrès pour renforcer nos installations, notamment dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Je vais donner un exemple. Par exemple, le réchauffement climatique est une thématique qui impacte les centrales nucléaires. La thématique des grands vents, la thématique de la chaleur. Par exemple, dans nos locaux industriels, avant, il était très rare que nous avions des températures au-dessus de 30 degrés. Maintenant, c'est régulièrement le cas. Donc, nous avons innové en rajoutant des groupes frigos pour protéger nos serveurs informatiques ou nos tableaux électriques. Voilà, c'est une des innovations. Par contre, nous avons aussi des innovations plus simples, notamment l'utilisation de drones dans nos locaux. Alors c'est pas simple, hein, puisque nous sommes dans le domaine du nucléaire et qu'il faut protéger nos installations, les surveiller constamment. Et donc nous avons dû faire appel à un accord de l'autorité de sûreté nucléaire. Et désormais, nous pouvons utiliser régulièrement la technologie des drones pour aller faire des travaux en hauteur ou alors rentrer dans des capacités. Donc les innovations sont au service de la maintenance, mais au service aussi de la mise en œuvre de nouvelles technologies. Tout à fait. L'innovation est là pour, dans un premier temps, renforcer le domaine de la sûreté et de la sécurité à la centrale. Et bien évidemment, on a aussi tout un système d'innovation où on fait appel à l'intelligence collective de nos agents. Du coup, je me tourne vers vous, Mathieu Dufour. On associe John Cockerill comme un acteur majeur du nucléaire. Quel est le lien avec l'hydrogène? Alors, produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, John Cockerill Hydrogène est un équipementier, fabrique des électrolyseurs alcalins pressurisés. Donc c'est pour produire de l'hydrogène qu'on dit vert ou bas carbone. Et produire de l'hydrogène aujourd'hui, ça nécessite un volume énorme d'électricité. Et donc cette électricité, pour que ce soit reconnu comme de l'hydrogène bas carbone ou vert, doit être de l'énergie et d'électricité bas carbone. Cette question, elle est éminemment actuelle, hein. On sait tous qu'il y a un combat énorme qui se produit aujourd'hui à l'Union européenne, notamment entre l'Allemagne et la France, pour la reconnaissance du nucléaire comme acteur majeur du mix énergétique bas carbone européen. Il y a des étapes qu'on passe au fur et à mesure, et il y a une étape cette semaine qui a été annoncée, qui est majeure, et qui va être un élément, donc qui est la réforme du marché de l'énergie européenne. Ça va être un moment important pour enfin permettre à l'ensemble de la communauté européenne de reconnaître le nucléaire comme cet aspect, cet apport de bas carboné. Voilà. Et travailler sur l'image qui avait vraiment, qui pendant longtemps a été négative. Absolument, absolument. Et ça, c'est un élément majeur pour également débloquer tous les verrous réglementaires que rencontre le marché de l'hydrogène décarboné aujourd'hui. L'ensemble de la supply chain est prête, hein. Nous, on a une usine qui va bientôt démarrer à Aspac en Grand Est pour produire des électrolyseurs. Et
le marché aujourd'hui pour démarrer, il nécessite de débloquer tous les verrous réglementaires et aussi tous les verrous liés au financement. Et les verrous, pour débloquer le financement, c'est majeur de débloquer cet aspect réglementaire pour l'énergie décarbonée. Donc le lien entre reconnaissance du nucléaire et hydrogène, il est clair et évident. C'est évident. La production d'hydrogène décarboné a besoin d'un nucléaire fort et puissant et reconnu. Du coup, moi, je vais me tourner vers Bastien Régnier puisqu'on parle de décarbonation. GRDF est un acteur majeur de cette filière des territoires grâce au gaz vert. Pouvez-vous nous parler, nous faire un état des lieux, Bastien, de la situation avec les gaz dits verts, comme la méthanisation, le pyrogaz, l'hydrogène? Oui, tout à fait. Alors, on a engagé collectivement le chemin de la décarbonation avec les objectifs européens Fit for 55, moins 50% de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et donc l'ensemble des énergéticiens, l'ensemble des acteurs économiques vont vers ce chemin. Alors nous, à GRDF, on œuvre quotidiennement, j'ai envie de dire, avec la filière pour introduire dans nos réseaux du gaz dit vert, du gaz vert, et donc il y a plusieurs types de possibilités. Alors on a commencé la méthanisation, qui est la première technologie. En gros, la méthanisation, qu'est-ce que c'est? C'est récupérer des déchets agricoles, des déchets d'agroalimentaire, des biodéchets, donc des pelures de patates, de carottes, etc., que les collectivités vont devoir d'ailleurs collecter à partir du 1er janvier 2024. Et c'est les mettre dans un système qui va permettre après de les transformer en biométhane. Donc c'est un gaz décarboné. Et donc tout l'enjeu, la méthanisation a commencé il y a 10 ans. Là, on fête les 10 ans de la méthanisation. On a atteint 12 TWh de production de biométhane à l'échelle nationale. Dans le Grand Est, on est la première région productrice de biométhane. 12 TWh, juste pour faire le lien avec mon collègue, c'est l'équivalent de 2 tranches nucléaires. Hein, donc c'est aussi un apport d'énergie décarbonée. Et donc, c'est déjà dans le Grand Est 500 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Donc ça, c'est la première brique. La première brique, c'est d'atteindre en 2030 20% de gaz vert. Et en 2050, 100% de gaz vert. Alors ces objectifs, on réussira à les atteindre par 2 effets. Un, l'augmentation de notre production de gaz vert, méthanisation, pyrogasification, j'y reviendrai peut-être plus tard, hydrogène demain, mais c'est aussi par la réduction, la sobriété, le fait qu'on dépense moins d'énergie, qu'on va réussir à parvenir à ces objectifs de décarbonation. Donc en fait, les solutions, si je vous entends bien, elles sont multiples. On ne peut pas parler d'une seule solution. On est aussi à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. On parlait de l'Europe, mais c'est aussi dans les territoires, avoir le soutien des collectivités territoriales pour accompagner les... voilà. Ah bah c'est essentiel. L'agriculteur du coin a transformé son site pour pouvoir produire avec la méthanisation sa propre énergie. C'est essentiel. Alors au niveau européen, il y a des grandes dimensions stratégiques qui sont prises, qui sont aussi déclinées au niveau français avec la planification écologique, hein, notamment, qu'on est en train de décliner dans le Grand Est avec Grand Est région verte. Et puis après, c'est tout un travail qu'on mène aussi avec les collectivités territoriales, avec les agriculteurs, avec les filières agricoles, pour être en capacité de construire cette économie territoriale où, avec les produits locaux, avec les produits de récupération locale, on produit une énergie locale qui sera aussi consommée localement. Donc voilà, c'est toute une économie circulaire, positive, qui est mise en œuvre au sein des territoires. Et donc c'est toute une animation de filière qui est aussi à créer. On peut dire que la pression mise par l'actualité et le drame du conflit ukrainien finalement accélère un processus qui nous permet d'être plus vertueux, d'aller vers de l'écologie ou des énergies dites vertes. Voilà. Du coup, je reviens à vous, Yannick. On parle énormément du nouveau nucléaire avec la construction de 14 réacteurs dits EPR2, comme 2 sur le site de Penly, 2 à Gravelines et 2 à Bugey, il me semble. Hein. Quelle différence avec une centrale comme celle du CNPE de Cattenom ? Alors en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est une évolution technologique. Ça reste des réacteurs à eau pressurisée, donc une science et des process, un design qu'on connaît et qu'on maîtrise depuis maintenant les années 70. La grande innovation par rapport à la centrale de Cattenom, par exemple, hein, c'est déjà une augmentation de puissance. La centrale de Cattenom produit 1300 MW sur chacun de ses réacteurs et les centrales EPR2 vont produire 1650 MW. Donc c'est une augmentation de puissance. Après, c'est aussi un renforcement de la sûreté et de la sécurité. Un exemple, à Cattenom, on a ce qu'on appelle des circuits redondants. C'est le principe même de la sûreté. Quand un circuit est en panne, on peut utiliser l'autre circuit. Sur une centrale de type EPR2, on va jusqu'à 3 ou 4 circuits redondants
Donc ce qui permet de faire beaucoup plus de maintenance lorsque la centrale est en fonctionnement et non pas à l'arrêt. Voilà, c'est des centrales qui sont de base qualifiées pour fonctionner 60 ans, contrairement à nos centrales actuelles qui à la base étaient prêtes pour fonctionner 40 ans, mais on les augmente petit à petit pour les amener à 60 ans. Et c'est des centrales dont le rendement est meilleur et qui devraient avoir un coefficient de disponibilité beaucoup plus importante que les nôtres, aux alentours de 90%. Ce qui est très très important à l'heure actuelle. On a tous eu un peu peur l'hiver dernier, mais finalement, on s'en est sorti plutôt bien. Du coup, je me tourne vers vous, Mathieu Dufour, puisque Yannick parlait d'innovation. Quelles sont les innovations dans les technologies proposées par la société John Cockerill ? Oui, alors le groupe John Cockerill, il faut savoir qu'on est présent, le groupe existe depuis plus de 200 ans, et toujours a été acteur depuis ces années-là de l'innovation technologique. Et je dirais que depuis une vingtaine d'années, sous l'impulsion de Bernard Serin, notre président, le groupe s'est résolument tourné vers les innovations technologiques, vers la transition énergétique et écologique. Je peux prendre, pour exposer quelques exemples, par exemple, mes collègues de la division John Cockerill Énergie vont pouvoir apporter des solutions d'optimisation des flux énergétiques chez les industriels. Ils ont développé différentes solutions autour du stockage d'énergie, du photovoltaïque et également de la récupération de chaleur dans les process industriels. Et ils ont surtout développé, ça c'est l'innovation, un EMS, un soft qui va permettre justement d'apporter toute la valeur ajoutée et les solutions intelligentes permettant cette optimisation des flux. La question du stockage était quelque chose qui était une problématique particulière, puisqu'on dit qu'on ne peut pas stocker l'énergie. Mais vraisemblablement, les nouvelles technologies vont nous permettre... Oui, il y a on peut stocker une énergie sous forme de chaleur, on peut stocker une énergie sous forme d'électricité sur batterie. Voilà, l'électricité est difficile à stocker, mais l'énergie, bien évidemment. Un autre exemple, évidemment, c'est mes collègues de John Cockerill Environnement qui ont un projet pilote qui s'appelle NESA. Et ce sont des gens qui ont une expertise reconnue dans le monde entier pour apporter des solutions techniques et efficientes énergétiquement et aussi avec un impact carbone le plus optimisé possible sur la combustion des déchets. Donc il y a des gens du monde entier qui viennent nous voir à Liège pour poser la question comment on fait pour comment va-t-on assurer la combustion de tels déchets et on leur apporte un rapport et des solutions technologiques adaptées. Le dernier sujet, et c'est important parce que c'est ce que je représente, c'est l'hydrogène. C'est la dernière innovation chez John Cockerill depuis 6 ans, où on a effectivement des solutions d'électrolyseurs alcalins pressurisés. Et ce métier de l'hydrogène, aujourd'hui, il est en devenir, il a un potentiel énorme, mais il n'aura une raison d'exister que si on arrive à trouver des solutions technologiques qui permettent d'être encore plus efficaces énergétiquement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'électrolyse est énergivore et électro-intensif. Donc c'est être efficace énergétiquement, c'est être efficace aussi en termes de consommation d'eau, c'est aussi un sujet. Et le dernier sujet, c'est essayer de trouver des innovations pour récupérer la chaleur produite par le réacteur d'électrolyse. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels le groupe met beaucoup d'argent, investit beaucoup. Les enjeux sont importants. Les enjeux sont très importants. On continue à investir là-dedans parce que c'est comme ça qu'on va à la fois être vraiment présent fortement sur le marché et en même temps permettre de l'acceptabilité, l'acceptation un meilleur de ce marché de l'hydrogène. On constate que sur certains territoires, l'investissement par rapport à l'hydrogène est important, en Bourgogne-Franche-Comté notamment. Oui. Il y a des fortes volontés politiques. Le maire d'Auxerre a énormément investi pour la transformation, même à petit niveau, de certains véhicules. En tout cas, les usagers, eux, sont toujours très vigilants à ménager à la fois les ressources propres de notre terre. Vous avez parlé de l'eau, bien utiliser les ressources en eau. Donc, aller vers de l'innovation, créer de nouvelles technologies, c'est toujours être dans une balance pour respecter la nature et aller vers la souveraineté. C'est aussi faire attention à notre qualité. L'eau, c'est vraiment un sujet majeur dans l'hydrogène, mais aussi dans le nucléaire. Yannick l'a indiqué tout à l'heure. Du coup, je reviens vers vous, Bastien, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé des nouvelles énergies, mais quelle est la stratégie du groupe GRDF à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050 ? Alors, je parlais tout à l'heure des objectifs. La stratégie, effectivement, c'est au niveau national, c'est d'être en 2030 à 20% de gaz vert et en 2050 à 100% de gaz vert dans les réseaux.
Donc concrètement, comment ça va se passer? Il y a plusieurs leviers. La méthanisation, on sera à 50 TWh en 2030 sur la méthanisation il faut qu'on atteigne en 2050 130 TWh. Donc ça, c'est la première brique. Après, la deuxième brique dont je parlais tout à l'heure, c'est la pyrogasification. Alors qu'est-ce que c'est la pyrogasification? C'est en gros un incinérateur sans cheminée, pour faire simple, où on chauffe soit du bois B. Donc du bois B, c'est des bois de récupération, du bois d'ameublement, du bois faiblement pollué en fait en réalité. C'est aussi la possibilité de mettre du CSR, donc c'est des combustibles solides de récupération. Et donc on met ça dans le pyrogasificateur et ça va se transformer par procédé industriel en gaz vert. Donc ça, c'est la possibilité demain d'avoir une énergie décarbonée pour nos industriels. Moi, je rappelle que dans le Grand Est, on a 10 000 industriels qu'on fournit en gaz. Donc c'est aussi une énergie qu'on va être en capacité de décarboner. Ça va être la décarbonation du mode de chauffage aussi des particuliers et aussi possiblement de certains types de mobilité via le bio-GNV. Quand je dis certains types de mobilité, c'est plutôt des mobilités lourdes, c'est des bennes à ordures ménagères, c'est des bus. Voilà, c'est ce type d'outils. Donc ça, c'est notre stratégie de développement à 2050. Et puis demain, il y a aussi l'hydrogène qui va prendre une part de plus en plus importante, ça c'est évident, avec toutes les questions techniques que cela pose évidemment. Nous, l'étude qu'on fait à GRDF, en tout cas, c'est qu'on sait que notre réseau, pour 97% de notre réseau, il est compatible 100% hydrogène. C'est-à-dire qu'on est en capacité sur 97% de notre réseau de mettre 100% d'hydrogène dedans. Donc, c'est-à-dire que demain, on va être en capacité dans des zones industrielles, pour certains types d'usages qui auront été identifiés, de transporter de l'hydrogène de manière sécurisée avec notre savoir-faire industriel. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on capitalise aussi. C'est une belle preuve d'anticipation en tout cas, de travail de co-construction. Et ça sera un outil au service de la décarbonation collective dans tous les cas. C'est intéressant pour en tout cas l'usager que je suis d'entendre que les grands groupes sont prêts au changement et accompagnent ce changement. Et merci en tout cas pour les éclairages. Yannick, on parle aussi dans le domaine du nucléaire, permettez que je vous appelle Yannick, des small modular reactors. Qu'est-ce que c'est que ces petites centrales? Alors c'est notre grand défi dans les années à venir. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on continuait d'installer des centrales EPR2 qui sont finalement la continuité d'une centrale comme Cattenom. C'est des centrales qu'on appelle de grande puissance qui sont obligatoires en France pour assurer la base de la fourniture d'électricité. Par contre, nous devons trouver des solutions alternatives pour remplacer nos centrales actuelles à charbon, pour décarboner le mix énergétique électrique et aussi pour répondre à des nouveaux usages. On vient de parler de l'hydrogène, on parle également de la chaleur apportée dans des grandes villes et on parle également de modularité. Lorsqu'on va devoir électrifier pour les voitures électriques, il va falloir apporter de la petite puissance dans des territoires parfois isolés. C'est une question d'échelle. Voilà. C'est une question d'échelle. Donc le petit réacteur ou le small réacteur, comme on l'appelle, est issu un peu de la technologie aéronautique ou navale. Par exemple, on a déjà des petits réacteurs qui équipent nos sous-marins nucléaires. Donc on sait faire. L'objectif est fort, c'est d'avoir un premier réacteur disponible en 2030. Donc c'est 2 fois 170 MW, la technologie du groupe EDF, Nuward. Voilà, donc c'est des petits réacteurs qui pourront être installés à la périphérie des villes, par exemple. C'est un modèle qui s'installe dans le territoire, intégré complètement. Donc c'est 2 petites cuves de réacteurs complètement immergées dans une enceinte métallique, avec la piscine de refroidissement qui est également prévue à cet effet. Donc le design est intelligent, modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le produire un peu comme dans l'aéronautique. Lorsqu'on produit une série d'avions, on pourra produire une série de petits réacteurs. Donc en fait, ça va intéresser les territoires dans leur proximité. Vous parliez de centrale à charbon, ça pourrait intéresser le secteur de Saint-Avold avec la centrale Émile-Huchet qui avait été remise en question ou pas ou... Tout à fait. C'est l'objectif, c'est d'intégrer dans les territoires des petites unités de puissance avec la technologie nucléaire que la France maîtrise. Je rappelle quand même qu'on est une des plus grandes filières d'emploi en France et donc l'objectif, c'est d'utiliser notre savoir à des fins diversifiées et de complémenter le mix énergétique. Et je finirai là-dessus. Le nucléaire est vraiment complémentaire des énergies proposées et présentées par mes collègues.
tout cela s'adapte dans le paysage. On n'a pas à opposer par exemple les énergies renouvelables et le nucléaire. Le nucléaire reste, on va dire, l'énergie de base, et en complément, on aura les small réacteurs, l'éolien, le photovoltaïque et le gaz. Les mentalités évoluent, on n'est plus en opposition, on est en complémentarité. C'est exactement ça. C'est un projet qui se construit à la fois à l'échelle du territoire de proximité, à l'échelle de l'Europe, enfin de l'État, de l'Europe. Du coup, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et Mathieu Dufour, comment se construit ce projet d'envergure hydrogène dans notre territoire ici, sur le Nord Mosellan? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que John Cockerill Hydrogène, on est équipementier de la filière, on n'est pas développeur. Donc, on n'a pas vocation à aller prendre des projets, les développer. Mais c'est vrai qu'en tant qu'équipementier de l'équipement qui est au cœur du système, l'électrolyseur, c'est à la fois, j'avais envie de dire, le cœur du réacteur de l'hydrogène, et c'est également finalement une partie très importante du CAPEX, de l'investissement global du projet. Donc c'est vrai que de par ce fait-là, on est quand même très amont sur les projets, et on accompagne très tôt les développeurs de projets, à la fois pour leur communiquer des éléments techniques, des prérequis techniques nécessaires pour que justement ça fonctionne. Hein. Je parle de ce que j'ai évoqué avant, les requis en électricité, en eau par exemple. Également pour leur communiquer des éléments de coût, de CAPEX, pour que les développeurs puissent faire tourner leur business plan et voir la viabilité économique du projet. Ça peut être également le fait d'être aujourd'hui un acteur en France, John Cockerill Hydrogène, hein, je l'ai mentionné brièvement, mais on est en train d'ouvrir une usine à Aspac dans l'Est de la France qui va démarrer la production d'électrolyseurs au premier trimestre 2024. On est donc un acteur local pour les projets français, et donc les développeurs aujourd'hui, les projets d'hydrogène sont éminemment politiques, avec le besoin pour démarrer, le besoin d'une position forte des pouvoirs publics sur des subventions. Ça ne démarra qu'avec de l'aide des pouvoirs publics, et du coup, effectivement, le fait d'être un acteur ancré localement est un élément majeur auprès des développeurs, et donc c'est aussi une manière pour nous d'être présents très tôt sur les projets. Avec un argument imparable, c'est la création d'emplois aussi, Bien sûr. La promotion de parcours d'excellence et de différents parcours avec des formations. C'est fondamental. Aujourd'hui, on va être sur le réseau. On va être nous-mêmes effectivement employeurs sur le site d'Aspac. On va être employeurs avec nos collègues de John Cockerill Service, qui sont déjà très ancrés ici dans le Grand Est, mais aussi partout en France, pour faire de la maintenance chez des grands acteurs industriels, et ils vont nous accompagner sur le déploiement des activités d'hydrogène. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très important, et pour accompagner, je terminerai juste par ça, sur l'écosystème hydrogène local en Moselle, puisque c'est de ça dont on parle finalement aujourd'hui aussi un peu. Il y a des projets importants qui sont développés aussi par GRT Gaz et GRDF. C'est un pipeline qui s'appelle Mosaïque, autour duquel se déploient justement et se développent de très gros projets d'hydrogène, notamment par exemple déployés par des acteurs comme Gazelle Énergie ou d'autres acteurs de l'énergie aujourd'hui en Moselle. Alors je vais terminer, je crois que le sujet est tellement passionnant, parler d'innovation, parler de territoire, parler de l'horizon 2030-2050, se projeter, c'est vraiment riche, on pourrait y rester des heures, mais en conclusion, est-ce que l'ensemble de ces innovations, et cette question s'adresse à tous les trois, est-ce qu'elles seront suffisantes pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, messieurs? Qui se lance? Non, mais enfin, je pense qu'on va parvenir. Enfin, le dessin, l'objectif est très clairement dessiné. Il y a une mobilisation de l'ensemble des acteurs, qui soient politiques, locaux, j'ai envie de dire, mais aussi les acteurs industriels et les acteurs économiques, les spécialistes de l'énergie, les énergéticiens évidemment. Donc je pense que si on est en capacité collectivement de se mobiliser, et on l'est, et de porter aussi collectivement un discours sur la complémentarité des solutions, parce qu'il n'y aura pas une bonne solution, il y aura des bonnes solutions à adapter en fonction du territoire, à adapter en fonction de l'économie locale, à adapter en fonction des besoins aussi. Et c'est cette répartition la plus optimisée possible qui fera qu'on parviendra à l'objectif. Si on commence à rentrer, et parfois ça peut être le cas sur des discours d'opposition, on ne pourra pas y arriver. Parce qu'effectivement, il y a un véritable enjeu, il y a une mutation de tous ces sujets, et il y a un véritable enjeu d'acceptabilité sociétale aussi des solutions. Donc innover, c'est pas qu'au niveau technologique, c'est ouvrir nos chakras, et regarder, pas mettre tous les œufs dans le même panier.
panier. Hein. Et on a un rôle, chacun d'entre nous, à chacun de nos responsabilités à mener. Il y a la question de l'acceptabilité, il y a la question de l'acceptabilité des méthaniseurs, il y aura la question de l'acceptabilité évidemment des SMR, il y a la question de l'acceptabilité de l'hydrogène, des éoliennes, etc. Et on voit bien qu'en fait, c'est par ces complémentarités qu'on parviendra à l'objectif. Donc voilà. Donc, travaillons tous ensemble. Oui, travaillons tous ensemble dans la confiance. Et écoutez, moi, je vous remercie. J'ai l'impression, je le disais tout à l'heure, qu'on a tendance à peu se flageller en France, mais alors qu'on fait beaucoup de choses et qu'on avance quand même assez bien sur la question. Et puis, je vous invite à profiter de ce salon et je vous remercie de ces temps d'échange. Merci, messieurs. Merci. Bonne journée.